Bienvenue dans notre émission. Voilà, j'ai un projet show live qui démarre encore une fois. J'espère que vous portez très bien. Nous recevons, avant-hier, je crois que nous avons reçu à peu près, c'est ça, 42 messages. Hier, à peu près 60, c'est combien, hein? 67 messages. Et bon, ce qui veut dire que de plus en plus, ce que nous faisons, voilà, ça ne passe pas inaperçu. Et date c'est la chose la plus importante. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous allons animer une émission. Une heure, c'est assez difficile, ma foi, hein, cher ami, de trouver une heure pour animer l'émission, pour bien comprendre un peu la gymnastique que nous sommes obligés donc de faire, puisque nous sommes en milieu, voilà, en milieu de journée. Et trouver un temps pour animer une émission, croyez-moi, c'est pas facile. Alors, ce sont des sacrifices énormes que nous faisons afin donc d'apporter un peu la contradiction et essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres, hein, face à cette campagne de désinformation, hein, orchestrée par X et Y avec beaucoup d'argent, hein, pour transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous comprenez, hein? C'est devenu donc une affaire de la guerre donc, des vainqueurs, voilà, des vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et aujourd'hui, hein, à midi, réellement midi, hein, voilà, on veut tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la fiction. Voilà. Alors, donc, l'objectif de cette émission pendant une heure de temps, croyez-moi, c'est peut-être le plus souvent, hein, un one-man show, une manière donc de répondre à quelques interrogations, à quelques accusations. Surtout, hein, Jacques Rouget, ces derniers temps, est tellement attaqué, hein, que nous sommes obligés, cher ami, hein, donc d'animer une émission et puis éclairer ceux qui ont envie d'être éclairés. Parce que croyez-moi, on ne peut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir, hein. Il y a des gens, quel que soit ce que vous allez dire, vous n'allez pas pouvoir les éclairer, hein. Voilà, c'est clair. Mais ceux qui ont envie d'être éclairés seront éclairés, et ceux qui le sont déjà, alors, so be it. OK. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Croyez-moi, j'avais au moins deux petits sujets que j'avais voulu mettre sur la table, hein, compte tenu de l'abondance de l'actualité et puis des informations qui fusent donc de partout. Et chef, parfois, vous êtes obligé, hein, de faire un peu marche arrière. Et c'est pourquoi nous sommes, quand on ne va plus employer des euphuétistes, parce que quand on parle des euphuétistes, on nous compare à, voilà, à ces euphuétismes qui sont là, vous comprenez, voilà. Nous allons appeler des euphuefouets, voilà, je crois que c'est mieux. Voilà, les euphuefouets, voilà, nous les euphuefouets, c'est mieux que employer des euphuétistes, vous comprenez, voilà, les euphuétistes, voilà. On ne va plus employer les euphuétistes, voilà. C'est plutôt des euphuefouets. J'adore ce vieux, vous comprenez, hein? J'adore le président Oufouette. C'était la grande période où nous étions fiers d'être Ivoiriens, croyez-moi. Ah, Oufouette, tu nous manques, tu nous manques. Malheureusement, au départ de Fouboigny, hein, nous avons cette classe, hein, animée par la fougue, par le matu-vu, hein, animée par le jusqu'au boutisme, hein, voilà, par l'égoïsme et l'égocentrisme. Cela nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Heureusement que les Ivoiriens se sont un tout petit peu ressaisis, pas les acteurs politiques, hein, mais ce sont les Ivoiriens qui sont ressaisis, ou bien qui commencent à se ressaisir, afin donc de mettre l'intérêt supérieur du pays au-dessus donc de ces petits dirigeants qui passeront, cher ami. Et je le dis, je répète, les hommes passent, le pays demeure, comme le dit le président Houphouët-Boigny, hein, le paraphrasé toujours. Alors, nous allons faire en sorte pour que la Côte d'Ivoire, hein, reste toujours, hein, ce pays, ce havre de paix, ce pays qui a apporté tellement à la sous-région. J'avais été même surpris, hein, dans le gouvernement d'Alpha Condé. Dans le gouvernement d'Alpha Condé, dans le temps, il y avait 6 ministres qui avaient fait la Côte d'Ivoire. Disons qu'il y avait aussi une partie aussi de la nationalité ivoirienne, mais qui avaient fait la Côte d'Ivoire, qui ont été formés en Côte d'Ivoire, vous comprenez. Donc, quand vous allez dans le temps au Burkina Faso, donc d'aller pratiquement dans l'Afrique de l'Ouest, hein, la Côte d'Ivoire a formé beaucoup de cadres, bien la Côte d'Ivoire a permis à ces cadres, voilà, de s'installer dans ce pays, pour avoir leur meilleure vie, vous comprenez, hein? Même si aujourd'hui nous sommes payés en monnaie des singes, mais c'est pas grave. Il faut jamais regretter d'avoir quand même fait la bonne chose, la bonne action. Et malgré ces accusations farfelues, hein, contre nous, nous sommes ivoirophobes, nous sommes xénophobes, nous sommes ivoiritaires, on n'aime pas les étrangers. Cher ami, regardez autour de vous. Vous connaissez un Ivoirien qui n'a pas une femme étrangère ou bien une Ivoirienne qui n'a pas un mari étranger? Vous en connaissez-vous?
le métissage existe tellement en Côte d'Ivoire que taxer donc les Ivoiriens des xénophobes, it doesn't make any sense. C'est-à-dire qu'il faut boire l'eau dans ses narines. Et surtout, il faut être ivoirophobe pour tenir ce genre de propos. Parce que croyez-moi, hein, il y a plein d'ivoirophobes actuellement dans ce pays-là, hein, et c'est très difficile de nous retrouver. Hein. Ah oui, si on ne fait pas attention, hein, ça serait la loi des ivoirophobes pour longtemps. And it's not really a good thing. C'est pourquoi le conservateur Jacques Roger fait en sorte pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était, ce qu'elle a toujours été, parce qu'on veut qu'elle soit. Alors, cher ami, comme je le disais, il y avait des sujets qu'on avait voulu mettre un peu sur la table. Alors, parmi la soixantaine donc, de messages que nous avons reçus hier, il y a un sujet qui revient encore, qui est encore d'actualité, c'est surtout mon opposition. Alors, je l'ai beau écrit, mais peut-être que cette fois-ci, ça sera la dernière fois que je vais en parler, pas faire la campagne, mais en parler, expliquer le pourquoi. Mon opposition à la candidature du ministre, Amadou Koné. Alors, certaines personnes n'arrivent toujours pas à comprendre, vous savez, la mauvaise campagne est allée, ah oui, vous savez, c'est parce qu'Amadou Koné, il a un an d'INA, et que Zaki Lozé ne veut pas qu'il soit candidat. Et il a seulement un an d'INA. Donc, Zaki Lozé ne veut pas qu'un homme d'INA soit maire à Bouaké. Vous savez, c'est une manière, donc, comme je l'ai dit, ces ivoirophobes, ils ont tellement une manière d'engager les débats. Et pour eux, ils voient tout en affaires ethniques. Oubliez tout, c'est une affaire des régions. Une affaire des religions pour eux. Parce que c'est la seule manière pour ces ivoirophobes de s'en sortir. Leur audience, c'est ce que l'audience demande. Ah, c'est comme des gens qui attendent. Il faut dire lui la ivoirité. Quand il dit ivoirité, oh, bravo, voilà. Et c'est la situation dans laquelle on vit dans ce pays-là, où on ne peut pas engager des vrais débats de société. C'est difficile d'engager des vrais débats. La majeure partie des journalistes ont été intimidés. Vous savez, je lis les journaux là, moi-même, je suis tellement surpris. Nous ne sommes pas forcément formés des journalistes, mais nous le devenons maintenant. Face si vous voulez, à l'irresponsabilité de la majeure partie des journalistes en Côte d'Ivoire. Ils sont tous devenus des commerçants. Rarement, ils sont au service du peuple. Ils sont au service de la vente. Ils sont pratiquement tous achetés. Vous comprenez? Et c'est assez difficile d'engager les vrais débats de société. Quelquefois, il y a quelques journalistes qui essaient donc d'aller un peu au-delà. Et c'est toujours agréable de les écouter. Hein. Vous avez le journaliste Assalé Timoko Antoine, Ali Dirasouba, André Sylvain Conan, Denis Cazian, vous comprenez, hein? Peut-être une ou deux autres personnes que je n'ai pas encore citées ou que je n'ai pas encore mentionnées. Ceux-là essaient d'aller un peu au-delà de ce qu'ils font malgré les pressions énormes. Mais restent toujours des journalistes et ça fait quand même plaisir. Sinon, la majeure partie, croyez-moi, non seulement ce sont des journalistes, mais ce sont des gens... Est-ce que je peux parler de corruption? Un tout petit peu quand même, cher ami. Hein? Voilà. C'est le gain facile qui les anime. Alors, je ne vais pas tellement parler de mes amis, hein, mais pour faire un point, parfois on est obligé, c'est tellement donc de faire un peu ma charrière, cher ami. Alors, donc c'est ce qui nous amène à engager ce débat. Je répète, les choses n'ont qu'à être claires. Hein. Je ne déteste pas M. Ouattara. Hein. Ça, c'est clair. J'apprécie le travail de M. Ouattara. Quand je dis j'apprécie en bien et en mal. Et ceux qui me suivent, c'est pourquoi à un moment donné, hein, au PDCI, même dans l'opposition, ils disaient que j'étais déjà acheté par le RHTP. C'est-à-dire, c'est très difficile d'être Jacques Roger, hein, parce que je ne suis pas aimé au niveau de l'opposition et je ne suis pas aimé du côté du parti au pouvoir. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. L'opposition pense que je suis vendu, hein, que je suis un alassaniste. Et le parti au pouvoir pense que, voilà, je suis contre M. Alassane Draman Ouattara. Donc, définitivement, I cannot win. It's very hard to beat Jack Roger. It's very hard. Vous comprenez? C'est difficile, hein? C'est difficile.
Mais croyez-moi, nous croyons ce que nous faisons depuis pratiquement 18 ans. Nous sommes un peu habitués à ce genre d'attaque, parfois personnelle. Vous savez, dans des débats où on met des sujets d'actualité, il faut en discuter, non? Les gens préfèrent plutôt des coups bas, des attaques personnelles, alors que le présent existentiel est tellement énorme, il y a tellement de choses à en parler, hein, que s'occuper de Jacques Roger, hein, de Jacques Roger lui-même, it doesn't make any sense. Voilà, you know. Alors, comme je le disais, hein, puisqu'on m'a interpellé un peu sur le cas du ministre Koné, je vais encore revenir un peu sur ça, mais juste avant de revenir du cas du ministre Koné, hein, j'ai vu notre ami du RHDP. Alors, certaines personnes me disent, mais pourquoi je ne prononce pas son nom? Vous savez, généralement, un bon Ivoirien, un bon Ancan, hein, quand vous discutez avec un adversaire que vous ignorez la personne, que vous ne prononcez pas son nom, cela marque certainement le manque de considération et peut-être le dédain que vous avez pour cette personne. C'est-à-dire prononcer non, non, c'est donner certainement de l'honneur, vous comprenez. Donc parfois, on préfère ne pas prononcer le nom. Voilà, c'est aussi clair que ça. Voilà, c'est aussi clair. Donc vous devez certainement comprendre. Hein? Alors, quand le RHDP, vous êtes au pouvoir, dirigez le pays, vous passez votre temps à revenir encore 5 années en arrière, venir parler encore des soi-disant détournements du président Henri Konan Bédié, hein, dans les années 1970. 70, ça fait au moins 53 ans. Il y a 50 ans. C'est bien ça, hein? 70 jusqu'à maintenant. Hein? Ouais, ça fait 50 ans. 53 ans. Mais c'est que vous n'avez rien à faire. C'est que vous avez échoué. Si vous revenez encore, hein, un demi-siècle en arrière, could you believe it? Vous êtes au pouvoir. Vous dirigez le pays. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui endettée après donc de 25 000 milliards. Au lieu de rendre compte, de rendre gauche, d'expliquer comment on a dépensé les 25 000 milliards, on vient nous parler des 7 milliards du président Konan Bédié. Bédié au lait sifatulé, hein, Bédié au lait détourné. Mais c'est extraordinaire. Et cela, quand ça vient de nos amis donc, du RHDP, c'est scandaleux. Vous savez, généralement, l'ingratitude n'a pas sa place en politique. Hein. Bédié n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce que Bédié fait pour gêner le RHDP? Nous autres, nous fâchés contre Bédié parce que c'est lui qui a remis le pouvoir au RHDP. Vous comprenez? Les élections de 2020, c'est lui qui a lui donné encore le pouvoir au RHDP parce qu'il est candidat. Après, il dit, je ne suis plus candidat. Si moi, j'étais RHDP, j'allais caresser ce vieux-là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, sans Bédié, votre RHDP n'ira pas loin. Hein? Le seul MVP de ce parti, c'est Michel Alassane Dramane Ouattara. C'est le gros calibre au RHDP. Le reste, là, ce sont donc des poids plumes. Ils ne pèsent rien. Donc, pour que le RHDP continue forever, vous avez besoin de Henri Konan Bédié. Et si vous ne comprenez pas cela, mais it's too bad. Qu'on revienne encore 50 années en arrière. Et ces individus-là n'étaient même pas nés. Ils parlent aujourd'hui comme s'ils ont vécu l'histoire. Parce qu'ils ont lu un petit journaliste écrit des inepties. Donc, ces individus-là brandissent cela comme des preuves. Vous comprenez? J'ai été surpris quand j'ai fait passer un article et puis un cadre du RDA qui vient nous balancer un article. Je ne sais pas, l'article là vient du coup. L'article vient de notre voix. Voilà. L'article vient de notre. Non, c'est ça, du temps ou bien du Patriote. Des petits journalistes militants qui écrivent parfois des inepties. Ça dit, nous sommes en Côte d'Ivoire où le président Bédié, il a tellement bon cœur. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça dit, il y a beaucoup de personnes qu'on devait traduire en justice pour diffamation. Hein? Mais Bédié ne le fait plus, il ne le fera pas. Et autour de lui, il n'a pas certainement des communicants si solides pour mettre fin à ce débat. Donc, nous autres, malgré les attaques contre lui, sommes obligés de jouer donc les grands avocats du président Henri Konan Bédié qui nous aimons très bien, au vu ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, parce que ce monsieur, hein, depuis les années 1960, a donné sa vie et continue toujours de donner sa vie, hein, de don de soi à ce pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne mesurent pas cette grande dimension de ce monsieur.
Les gens ne peuvent pas imaginer, ne peuvent pas mesurer. C'est quand Bédier ne sera plus là, que vous allez vraiment voir que ce monsieur-là était celui qui absorbait tous les coups qu'on donnait à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur a trop fait. Imaginez-vous des filles en 1960, jeunes déjà, vous avez de 59, déjà 60. Je crois 60-61, il était déjà le premier ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Il a donné le don de soi, le miracle économique ivoirien. Ce sont les haricots Bédier qui étaient autour. Tous les Sodé et Manchin. C'est haricots Bédier, hein? C'est un génie. Vous comprenez, hein? Caché, timide. Il ne parle pas trop. Trop de publicité par rapport à tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous prenez tout ce qu'on est en train de développer. Je remercie M. Ouattara de mettre en pratique, en exécution, tous les 12, je crois, 12 ou 13 projets de l'éléphant d'Afrique. Mais il n'a pas pu mettre ça en place parce qu'à cause du coup d'État. Le pont Henri Konan Bédié devait être construit en 2000-2001. Tous les financements étaient pratiquement bouclés. Ceux qui habitaient Makori, hein, savent au niveau donc de la Bâche-Bleue, on avait déjà commencé à dédommager des personnes, déblayer le terrain. Ça a dit qu'en 2001, les gens devaient commencer des activités. Mais ce coup d'État nous a mis en arrière, on a passé 20 ans, 20 années en arrière pour venir construire un pont. Vous comprenez? Tout ce que vous voyez, ce sont des projets du président Henri Konan Bédié qui n'a pas pu les mettre en exécution grâce à Tidjam Thiam dans le temps, hein, n'a pas pu les mettre en exécution à cause du coup d'État. Les gens ont célébré ce coup d'État. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire se trouve dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons osé défier Dieu en faisant un coup d'État stupide. Certains diront que c'était un coup d'État salutaire ou un très bon coup d'État. Mais d'autres aussi vous diront que si nous sommes aujourd'hui dans cette gadoue, c'est à cause de ce coup d'État. Mais bref, alors, quand, si vous voulez, hein, ces nouveaux militants d'IRDR qui ont besoin de se voir, ont besoin de publicité, on les voit partout, qui ne représentent pratiquement rien. Ils se battent pour devenir quelqu'un dans ce parti. Ils font tout, ils diront tout. Sinon, les cas du RDR, là, vous voyez un cas du RDR, vrai cas du RDR, venir s'asseoir pour venir parler encore des années 70. Un vrai cas du RDR ne fera pas. Vous voyez? Si c'est Bako qui est le secrétaire exécutif, fera certainement quelques crochets à Henri Konan Bédié, mais ne viendra pas au moins sur ce genre de choses parce que ça n'a pas sa place. Pour quelqu'un qui vous a aidé à donner le pouvoir, même si vous n'êtes pas d'accord, il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire. M. Ouattara ne dira pas peut-être cela, peut-être en privé il dira, mais en public il ne dira jamais cela. Parce qu'il sait l'apport. Et lui-même l'a dit, l'a témoigné, quand ils étaient à l'hôtel du Golfe. Où M. Ouattara, même qui avait un peu il avait la sympathie pour le président Henri Konan Bédié, disait grand frère, c'est à cause de moi que tu te retrouves au moins dans cette situation-là. Les gars des Gbagbo ils seront prêts aujourd'hui à te faire sortir. Il faut partir parce que c'est nous que Gbagbo nous en veut. Mais je ne souhaite pas que grand frère Bédié, tu sois dans la même situation que nous sommes. Ça, c'était le vrai Ouattara qui parlait, son vrai cœur qui parlait. Et le président Henri Konan Bédié de répondre, mon jeune frère, nous avons commencé, nous allons finir ensemble. Si je vais, c'est comme si je t'abandonnais. Alors que la lutte que nous sommes en train de mener, elle est tellement noble. Donc, si nous devons périr, nous allons tous périr ensemble. Vous comprenez? Ces nouveaux militants des RDR ne connaissent pas ça. Ou bien font semblant de ne pas le savoir. Ils peuvent venir sur la place publique pour invectiver le président Henri Konan Bédié, patriarche de 90 ans bientôt. Nous sommes en Afrique, hein? C'est-à-dire, je suis d'accord, si nous sommes dans une compétition, le président Henri Konan Bédié est candidat à une élection présidentielle. On peut dire parfois que tous les coups sont pratiquement permis. Mais il n'est candidat à rien pour le moment. C'est dans son parti. Il ne gêne personne. Alors, venir parler du président Henri Konan Bédié, pourquoi, cher ami? Alors, mais s'ils veulent qu'on parle des détournements, alors qu'ils sont au pouvoir. Je me dis parfois s'il y a des gens qui réfléchissent un peu. C'est pourquoi le président Houphouët disait, je n'ai pas la fougue de celui qui ne sait rien, qui ne voit pas,
qui parle, qui écrit. Mais j'ai la prudence de celui qui sait un peu. Quand vous savez un peu, là, vous êtes un peu prudent. Mais quand vous ne savez rien, là, vous voulez à tout prix qu'on vous remarque. Vous allez tout dire, tout écrire. Et au besoin, ce que vous faites, vous ne rendez pas service à votre parti politique. Parce que les interventions, les écrits de cet individu ne vont jamais permettre à un autre Ivoirien d'aller au RHTP. Vous comprenez? Parce qu'il vient convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Comprenez? Ceux qui ne sont pas convaincus et ceux qui sont pratiquement un peu, qui se posent des questions, il ne pourra jamais les attirer. Vous comprenez? Donc cet individu ne rend pas du tout service, cher ami, au RHTP, contrairement, c'est tellement aux Ivoirophones qui l'écoutent. Ah, alors, on ne va pas tellement faire ça à débat de personne. Nous allons quitter un peu dans cette affaire, mais on reviendra, cher ami. Je vous promets qu'on reviendra, hein, puisque maintenant on nous dit que les écrits des journalistes sont des preuves, que le journal devient la justice. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'écrits, hein, sur le RHP. Voilà. Voilà, il y a beaucoup d'écrits. Donc, on va le balancer. Hein. Croyez-moi, ce sont des débats d'idées. J'ai des amis au RDR. Et ma question m'a été posée, mais j'ai corrigé. Est-ce que RDR, là, il y a des gens que tu admires tant au RDR? Ah oui, il y a des gens que j'admire tant. Il y a d'abord mon frère Jeannot Aoussou, voilà, à qui je dis voilà, bonjour, hein, mon frère Jeannot Aoussou, hein, que j'aime très bien, j'admire ce monsieur, j'aime très bien. Ensuite, il y a la première dame, Madame Dominique Ouattara. Ah, Madame Dominique Ouattara. I love that woman, you know. She's unbelievable. She's a beautiful woman. And j'aime, si vous voulez, son attachement pour le pays, hein, pour ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas, là, je ne sais pas, mais ce que je vois, elle a bon cœur. Et elle fait tout pour jouer son rôle de première dame. Et j'admire Madame Dominique Ouattara. Croyez-moi, c'est l'une des seules personnes au RDR qui peut me parler et puis je peux écouter. Je vous l'ai dit la vérité. J'admire cette dame, madame. Je crois que je vais écrire très bientôt un article sur Madame Dominique Ouattara. I love this woman. Yeah. Madame Dominique Ouattara, je l'aime. Et ensuite, l'ancien ambassadeur donc, de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, hein, monsieur Mohamed Aïdara. J'admire ce frère, voilà, ce frère. Pendant son passage ici, hein, il n'a non seulement considéré comme un frère, jamais. Ce monsieur m'a demandé, Jacques Roger, il faut venir écrire quelque chose sur le RHTP. Il faut écrire quelque chose de bien sur le RHTP. Il m'a dit, écoute, je t'accepte en tant que frère, tu es un frère et tu as le droit d'avoir tes opinions. Et parfois, quand il y a certaines choses qui ne vont pas, il me dit, tiens, peut-être que ton orientation là n'est pas tellement la bonne. Voilà la vraie version des faits. Et il me donne une vraie version des faits avec des preuves à l'appui. Voilà ce que j'appelle la grande dimension des individus. Et c'est avec ces personnes qu'on peut bâtir la Côte d'Ivoire. Des gens qui veulent l'améliorer, mais pas des jusqu'au-boutistes. Des gens qui aiment le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils diront tout, ils feront tout pour le pouvoir. Comprenez? Voilà. Donc, cher ami, hein, il y a au moins peut-être une demi-douzaine, certainement, de personnes. Si tu n'as pas ça, le reste, là, croyez-moi, ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. C'est compliqué, voilà. C'est compliqué. Donc, voilà un peu hein, pour répondre à votre question. Alors, revenons donc à l'autre sujet du jour par rapport à pourquoi je suis contre la candidature du ministre Amadou Koné du côté donc, de Bouaké. Je l'ai dit, ça fait pratiquement bientôt un mois que je l'ai dit, mais puisque dans le courrier, il y a à peu près une minute, laisse-moi vérifier le courrier, il y avait les statistiques, il y a une minute reçu au total, c'est combien? C'est 57 courriers ou 67 courriers? Moi, je crois que c'est 57 courriers. Alors, sur les 57 courriers, il y a, c'est ça, 14, c'est ça, 14 ou 15. Il demandait donc des explications sur ma position par rapport au ministre Amadou Koné, du côté de Bouaké.
Et je l'ai dit, cher ami, euh, j'ai été très clair, je l'ai précisé. Hein. Mon opposition à la candidature de M. Amadou Koné n'est pas personnelle. Je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre lui. Ce monsieur, quand je le regarde, je le trouve très calme, très posé. Il m'a l'air de quelqu'un de sympa. J'ai l'impression que je discute avec lui, peut-être on peut se comprendre. Mais là n'est pas le problème. Mais ma décision de s'opposer à sa candidature repose sur un principe. Et j'ai été clair par rapport à ça. Je pense qu'une personne qui a participé donc à la destruction d'une population dans le passé, il ne devait pas être en mesure donc de la diriger aujourd'hui. Je peux peut-être me tromper, mais c'est ce principe. C'est une question donc de confiance et de responsabilité, cher ami. Et en tant que citoyen, nous avons donc le droit d'exiger donc des dirigeants qui ont donc des antécédents compromettants, cher ami, hein, de rendre compte de leurs actions passées. Cela n'a rien à voir avec la personne en elle-même, mais plutôt c'est une question de l'intégrité et de la crédibilité des dirigeants que nous choisissons pour nous présenter. C'est tout. C'est d'ordre idéologique, ça n'a rien à voir avec le monsieur. C'est aussi clair, hein? Peut-être qu'il fait faire des bonnes choses pour la ville de Boaké, peut-être. Peut-être qu'il peut faire de très bonnes choses pour la ville de Boaké. Mais c'est justement là mon opposition. Et l'un des points de mon opposition, et là, l'imam Diakité est d'accord avec nous. On demande à monsieur de présenter des excuses. Des excuses à la population. C'est tout. Simone Gbagbo est allé à Boaké. Il a présenté des excuses à la population. Il faut être humble. C'est pas parce que après la rébellion, il y a eu beaucoup d'enfants rebelles qui se sont installés à Boaké que vous pouvez gagner les élections facilement, selon vous. Que vous n'allez pas avoir de la considération pour ceux que le ministre lui-même appelé des autochtones. Le ministre nous dit, j'ai sauvé les autochtones. C'est lui-même qui dit, hein. C'est pas moi qui dis, c'est le ministre qui dit, à travers Jeune Afrique, j'ai sauvé des autochtones. Il a sauvé des autochtones de qui? Et contre qui? Voilà la question que nous nous posons, cher ami. Mais puisque les gens reviennent encore sur tout ça, veulent savoir, parce que pour nos amis du RDR, cher ami, il faut toujours injecter le venin ethnique dans un débat. Parce que s'il n'y a pas de venin ethnique, ils ne s'en sortent pas. Donc, dans toute chose, c'est l'ethnie, c'est la région et c'est la religion. En dehors de tout ça, il ne peut plus engager des débats. Donc, en toute chose, pour qu'ils deviennent RDR, pour qu'ils se sentent à l'aise dans un débat, il faut parler d'ivoirité. Il faut tout en ivoirité. Les ivoirophones. Tout est une question ethnique. Sinon, mon opposition est assez claire. Mais je suis de Boaké. Boaké a connu le maire de Boaké depuis des années, c'était Guibo Sungalo. Pour notre période, là, c'était Guibo Sungalo qui a été maire jusqu'à, je crois, jusqu'aux années 80, hein, si ma mémoire est assez claire. Et je me souviens que mon père était de ceux-là qui avaient organisé une grande campagne de protestation contre Guibo Sungalo. Et c'est lui qui a été donc à la base de la victoire donc, de Guibo de Conan Blédou au niveau donc de Boaké. Vous comprenez? Mais le maire Guibo est parti. Il y a eu deux autres maires qui sont arrivés. Blédou, Conan Denis et tout ça qui sont arrivés. Et après le fils de Guibo Sungalo, c'est lui qui est le maire actuellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous... Laisse-moi parler comme un bon Ivoirien, là. Qu'est-ce que vous voulez nous rencontrer, là?
Pour ne pas dire raconter, vous savez quand... Qu'est-ce que vous voulez nous rencontrer là? Au lieu de dire raconter, voilà, c'est ça. Bon, Ivoirien, des fois, voilà, quand il est tellement énervé, mais qu'est-ce que tu me rencontres là? Vous comprenez? C'est pour dire qu'est-ce que tu me racontes. En réalité, c'est ça. Donc, on parle vraiment, oui, c'est ça. Ça c'était un autre temps. Voilà, un autre temps. Je ne sais plus maintenant si votre temps là, comment ça devient. Hein? Le temps des Ivoiro-phobes là, je ne sais pas comment vous parlez du côté d'Abidjan. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, à quoi ça sert donc de nous injecter des débats ethniques alors que ma position est assez claire? Je l'ai dit et je l'explique avec mon nom. Je ne me suis pas caché, je ne suis pas un avatar. Je l'ai dit, je répète que je suis contre sa candidature. Et j'ai expliqué le pourquoi. Mais non, on ne m'attaque pas sur le pourquoi. On veut nous amener donc dans des débats culturels. On nous a amenés dans des faux débats. Et comme je l'ai dit, hein, pour nos amis, là, pour exister, ils ont besoin d'être dans le faux débat. C'est dans le faux débat qu'ils s'en sortent. Dans le faux débat qu'ils peuvent convaincre leurs militants qui n'attendent que ça. C'est comme c'est des gens qui attendent donc l'os. Il faut ivoirité. Quand il ivoirité, voilà, c'est là, en ce moment-là, qu'ils se retrouvent dans les débats. Non, mais moi, je ne vais pas descendre aussi bas. Je le répète. Vous avez contribué à la chute de ce pays, d'une région. Vous devez rendre gorge. Vous devez expliquer au besoin. Si vous n'avez pas posé d'action, comme vous le dites, présentez des excuses. C'est tout. Présenter des excuses. C'est faire preuve d'humilité. Il n'y a pas d'arrogance là. Comprenez? Et comme je l'ai dit, c'est là que je suis d'accord avec l'imam. L'imam, c'est ça, l'imam Diakité, qui lui, en son temps, malgré l'acquittement de Laurent Gbagbo, l'imam était très clair, a demandé à Laurent Gbagbo de présenter des excuses à la population, parce que celui, selon l'imam, M. Laurent Gbagbo, hein, c'est lui qui était le président. Donc, qu'il soit acquitté ou pas, mais le fait d'avoir été donc le président donc, de ce pays-là, il doit présenter des excuses. Alors, donc l'imam peut le dire. Vous comprenez? Hein? L'imam Ousmane Diakité peut le dire. Parce que ce n'est pas même n'importe qui. Hein? C'est lui qui a la tête hein, de tout ce qui est comme, si vous voulez, de la structure des musulmans en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le COSIM. Il demande à Laurent Gbagbo de présenter des excuses pour son rôle qu'il a joué dans la crise post-électorale. Alors, pourquoi je demande aussi la même chose au ministre et ça fait tellement mal? D'abord, écoutons un peu l'imam et puis on revient donc dans les débats, cher ami. Le président ivoirien Laurent Gbagbo décharge de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Idem pour Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Le juge a précisé que l'accusation n'avait pas été en mesure de prouver la culpabilité des deux hommes. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés en application de l'article 80. Par cette décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocentés des 4 chefs d'accusation suivants: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, des crimes qu'ils ont toujours nié avoir commis lors de la crise post-électorale de 2010. Maintenant, la réaction de l'imam. Écoutez, président, les Ivoiriens aujourd'hui pour dire c'est moi le responsable, c'est moi le coupable. Je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être, il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et président, les Ivoiriens aujourd'hui pour dire c'est moi le responsable, c'est moi le coupable. Je vous demande pardon. Je pense que cela
pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être, il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Voilà. Le président ivoirien Laurent Gbagbo décharge de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Idem pour Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Le juge a précisé que l'accusation n'avait pas été... Voilà, alors là, vous avez écouté hein, donc, la réaction donc, de l'imam. L'imam a dit certaines choses, peut-être que c'est un peu controversé. Mais il a raison de le dire. Vous étiez le chef de l'État, même si vous aviez été acquitté. Mais la crise post-électorale s'est passée au moment où vous étiez là. Donc, il y a au moins cette responsabilité morale, même si elle n'est pas pénale. Donc, en tant que tel, c'est l'imam Diakité qui parle au nom des mosquées et des affaires. Voilà, il est donc le président du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires religieuses de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il parle au nom des mosquées, au nom des musulmans. Et les statistiques nous disons que la population ivoirienne, il y a à peu près 40% de musulmans. Donc, il parle au nom de 40% de la population ivoirienne. Ce qui nous amène dans l'ordre de 8 millions, c'est ça, hein, 8 millions donc d'Ivoiriens. Ça, c'est beaucoup. Il parle à leur nom. Il dit, M. Laurent Gbagbo, présentez des excuses. Voilà. C'est la même chose que nous demandons. Que nous demandons au ministre Amadou Koné. Présenter des excuses. C'est tout. Et nous avons énuméré à peu près au moins 3 ou 4 points. Je vais revenir un peu sur ça. Comme je dis, ça sera un peu la dernière fois, puisque par écrit, nous avons suffisamment parlé de ça, mais dans une émission, peut-être que j'avais été invité par une fois, on en avait parlé, mais puisque la question revient en tout moment, et j'espère que vous m'écoutez, hein, ceux qui nous ont amené des tests messages ou bien les courriels, vous pouvez m'écouter et puis certainement on va mettre fin à ça. Hein? Voilà. Alors, j'avais dit d'abord, j'ai écrit d'abord, tout d'abord, il faut noter que le ministre était un ancien cadre de la rébellion. Il était le numéro 2 de Soro, hein, il était le chef de cabinet de Soro Guillaume. Comprenez? Ah, les gens me disent, alors oui, mais c'était un technocrate qui était autour de Soro. Mais, ça, je vais encore parler comme un Ivoirien. Qu'est-ce que vous me rencontrez là? Au lieu de dire, qu'est-ce que vous me racontez? Mais c'est-à-dire aujourd'hui, moi, je suis à Al Capone. Il y a un docteur en économie qui devient mon conseiller, qui travaille avec moi et qui fait pratiquement tout, hein, tout ce qui est comme moche. Et la police vient attraper Al Capone. On dit, ah oui, toi, comme tu es un intellectuel, là, donc toi, tu n'as rien à voir. Are you serious? Vous comprenez? Ah oui, même le maître me dit, mais vous savez, j'étais dans la rébellion là, mais je ne me sentais pas à l'aise. On me disait que j'étais pro-Ouattara, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai protégé donc la population. Alors que le ministre est en train de nous dire qu'il a protégé la population contre Soro Guillaume, ou bien les hommes de Soro Guillaume. Soro Guillaume lui-même a présenté des excuses. Ou bien a tenté de présenter des excuses, même si c'était assez timide, comme je l'ai dit, hein, devant tout le monde. Mais au moins, il a tenté. Il faut avoir quand même, il a au moins tenté de faire quelque chose. Mais je connais. Présenter des excuses, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et puis on va quitter ici. Voilà. Et puis on va quitter ici, cher ami. Alors qu'il récupère, il dit, et continue toujours, hein, il dit, il est important donc de noter hein, que le ministre Amadou Koné hein, est un ancien cadre de la rébellion qui a causé des millions de victimes, des centaines donc, de milliers donc, de déplacés hein, et des milliers donc, de morts. Même s'il a rejoint donc, le parti au pouvoir, hein, cher ami, mais cela ne peut pas effacer quand même le passé. Les souffrances qu'il a causées aux populations.
Les populations dissantes, ce sont des travailleurs. Mais ce ne sont pas des gens violents. Ils ne parlent pas, ils observent, ils regardent. Ce sont des gens parfois très stoïques, qui endurent. Et c'est pourquoi beaucoup en meurent, parce qu'ils ne parlent pas. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui se passe à Bouaké, là, les gens aiment. Ils ne peuvent pas parler. Vous comprenez? Là, encore Bouaké est encore comme un état de siège. Je pense que le RHDP aurait été beaucoup plus inspiré s'ils avaient trouvé un autre candidat. Mais pourquoi le candidat du RHDP au niveau régional, j'ai oublié son nom, hein, le directeur du Trésor, il n'y a pas de controverse. Il fait sa candidature, il fait sa campagne tranquillement, là. Mais le RHDP aurait dû trouver, c'est-à-dire pour réconcilier au moins toute cette population, trouver quelqu'un qui pouvait faire l'affaire. Pas pour eux. Il fait l'affaire pour une partie de la population, mais il ne fait pas l'affaire pour tout le monde. On dit, oh, oui, il y a 125 villages, chefs qui sont pour le ministre. Mais vous êtes des comédiens sérieux. C'est-à-dire qu'on demande aux vieux de venir s'asseoir. Les vieux sont invités, ils viennent, ils sont là. Ah oui, je suis candidat. Les vieux applaudissent, les vieux regardent. Oui, oui. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'ils sont d'accord avec vous. Même si les vieux-là sont d'accord avec vous, mais qui vous dit au moins que ceux qui sont des populations de ces vieux-là sont d'accord avec vous? Parce que si le vieux-là dit non, là, demain, peut-être son village risque d'avoir des sérieux problèmes. Donc, le vieux, il préfère regarder. Ah oui, c'est le ministre, il veut être candidat, ah, OK. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dans son cœur là-bas? Alors, les populations de Bouaké qui nous écoutent, là, sûrement, si vous pouvez encore réagir, réagissez. On vous donne l'argent, bouffez. Voilà, bouffez. Bouffez, mais allez-y voter un autre candidat. Parce que pour moi, je ne pense pas que ce monsieur pourra faire l'affaire. Tant qu'il ne présente pas des excuses, ne votez pas pour lui. Il doit présenter des excuses et parler de son rôle qu'il a joué dans cette rébellion, puisque là, c'est encore ambigu. Vous comprenez? C'est encore ambigu. Donc, il nous dit exactement qu'est-ce qu'il a fait pendant cette rébellion. Et il présente des excuses. Vous savez, nous sommes dans une partie donc, du pays où les gens ont le dos large. Ils peuvent comprendre et accepter facilement. Mais le refus, c'est ce qui pose problème. Alors, le deuxième point que j'ai mis, j'ai dit le ministre n'a pas officiellement donc présenté ses excuses, on en avait sûrement parlé pendant cette rébellion. Donc, il est important de reconnaître dans ses erreurs du passé et de faire donc amende honorable avant donc de demander aux gens de vous faire encore confiance à nouveau. Et en tant que leader politique, le ministre a la responsabilité donc de prendre ses responsabilités, permettez-moi l'expression, encore la tautologie là, pour les actions passées. Le troisième point que nous avons avancé, il est déjà, c'est ça, hein? Il est déjà ministre, député, il va être maire. Ministre, député, maire. Il faut arrêter un peu. J'allais être fier si le ministre dit, si je suis élu, j'abandonne mes fonctions certainement donc de ministre. Et je me mets directement, je vais m'asseoir à Bouaké et je me mets à la disposition de la population de Bouaké. J'allais être fier. Mais non, là, il s'agit d'accumuler les titres. Ça s'appelle ministre, député, maire. Écoutez, seul. J'ai fait la rébellion, je suis à la rébellion, donc je suis le moron puissant ici. Je prends tout. Mais il faudrait que les gens arrêtent un peu. Donc, c'était le troisième point. Alors, le dernier point, comme je l'ai dit, les explications du ministre de la Relation avec le chef de la rébellion, M. Soro-Guillaume, sont encore ambiguës. Cela soulève, si vous voulez, donc des questions sur l'intégrité du ministre et sa capacité donc de représenter les intérêts de la ville donc, de Bouaké, de manière honnête et juste. Donc voilà un peu le point que nous avons certainement énuméré. Nous avons été clairs. Il est important de rester ferme par rapport à ses convictions, que malgré les attaques que nous recevons de gauche à droite, même si vous voulez ce non, mais si le non que nous disons signifie que nous devons recevoir des coups comme nous en recevons, so be it. Il est courant d'être confronté, si vous voulez, aux critiques
et des attaques. Lorsque l'on prend donc des positions aussi controversées. Cependant, il est important de rester concentré sur donc, les principes de ces valeurs. Et en fin de compte, nous sommes tous responsables de nos actions et de nos décisions. Il est donc important donc de faire ce que nous pensons juste. C'est-à-dire, tant que vous ne vous lancez pas dans des invectives, dans des insultes, dans des attaques, et vous pensez que ce que vous faites est juste, et vous regardez dans vos forts intérieurs, il n'y a pas de malice, mais continuez ce combat. Vous comprenez? Et c'est ce que nous faisons. Nous ne disons pas forcément que c'est aussi facile. Non, ce n'est pas facile. Hein? Pour ceux qui sont donc à Abidjan, que nous critiquons un peu, parfois des journalistes qui nous critiquons, mais ce n'est pas facile. Même nous qui sommes loin ici, là, après donc de combien de kilomètres, là, 7 000, 8 000 kilomètres, 10 000, c'est ça? Nous subissons encore la pression. Nous subissons aussi la pression. Vous comprenez? La pression. Donc, si nous-mêmes subissons la pression, ce n'est pas celui qui est au pays là qui ne va pas subir la pression. Ce qui démontre que la démocratie n'existe que forcément de non. En quoi critique, il doit avoir une position, il dit, nous ne sommes pas d'accord avec la candidature de quelqu'un, cela doit susciter dans le débat. Mais nous sommes en démocratie, comme je l'ai dit de façon vulgaire, mais moi je dis non. Mais toi tu dis oui, et puis la démocratie est sauve. C'est ça la démocratie, non? Je dis non, toi tu dis oui. Non, oui, non, oui. C'est ça la démocratie. Vous comprenez? Donc pourquoi je dis non, ça te fait mal? Mais toi tu dis oui, ça ne me fait pas mal. Je ne comprends pas, cher ami. Donc pour conclure, cher ami, en tant que citoyen soucieux de l'avenir de sa ville, je m'oppose à la candidature de M. Amadou Koné aux élections municipales de Bouaké. Son passé des cas de la rébellion, son manque de reconnaissance des souffrances causées, sa position actuelle en tant que ministre en fonction et l'ambiguïté entourant ses relations passées avec ce Guillaume sont autant de raisons pour lesquelles je pense qu'il ne devrait pas être autorisé à se présenter, ou bien même s'il se présente, qu'il ne doit pas être le futur maire. Mais croyez-moi, le ministre a de fortes chances d'être maire. Je dirais même qu'il a au moins 60% des chances d'être maire. Parce que quand vous prenez, grâce à la démographie, donc l'après-guerre, parce que la grande majorité donc, des populations donc, de Bouaké, de la ville de Bouaké, ont quitté cette ville. Vous comprenez? Les gens quittés, ils se sont tous allés dans d'autres villes. Ils ont eu des maisons pillées, volées et tout ça. Hein? Les gens commençaient à revenir bon an, mal an. Mais une bonne partie de cette population est restée. Hein? Je vois réellement tout mon quartier, tous les jeunes que je connaissais de mon quartier. Hein? Tous ces jeunes-là, à peu près au moins 200 personnes que je connais, il n'y a que, je crois qu'il y a combien de personnes qui sont rentrées, qui sont reparties à Bouaké? Je crois que la dernière fois, quand on avait fait les calculs sur les 200 dans notre réunion, il n'y a même pas plus de 10 qui sont retournés. Vous comprenez? Il n'y a pas plus de 10 qui sont retournés. Ils sont tous à Abidjan, à Yamoussoukro. Voilà. Donc, la démographie après-guerre favorise. Monsieur Amadou Koné, il le sait, c'est pourquoi il ne va pas présenter des excuses. Il sera certainement élu maire encore du Bouaké. Voilà. Donc, cher ami, voilà un peu mon petit point. Puisque les gens en parlent, et en plus j'écris, bon, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vais réellement parler de ça, cher ami. Alors, écoutons un peu cette musique et puis on revient un peu dans le débat. Les étudiants sont démisés. La société est démisée. Nos mères ont marché, sont démisés.